Merci aux organisateurs d'avoir fait appel à notre équipe et à nos amis, puisque nous ne sommes pas venus seuls aujourd'hui, pour vous parler de l'approche médicale, mais enfin surtout médico-légale des victimes de violences sexuelles. Alors évidemment, vous le savez, moi je suis médecin légiste, je n'ai pas de pratique hospitalière, je squatte de temps en temps un service d'urgence ou l'autre pour pouvoir y voir dans les meilleures conditions possibles ces personnes physiquement, sexuellement et surtout psychologiquement atteintes. Alors vous savez que la notion de viol, juridiquement parlant, est difficile à établir. Je n'aimerais pas être à la place d'un juge du fond qui doit pouvoir tenir compte des différentes informations dont il dispose, notamment notre rapport d'expertise, les auditions de l'un et l'autre, mais vous savez que c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. L'objectivation et l'interprétation des lésions n'est vraiment pas chose aisée. Je vous montrerai pourquoi et je vous montrerai peut-être quelques pistes. Je ne fais que suggérer, évidemment, libre à chacun de prendre effectivement la voie qu'il estime nécessaire. Le problème, évidemment, c'est toujours une histoire de consentement, ça commence toujours par là. Est-ce qu'on est d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec son voisin ? Est-ce qu'on a pu donner son consentement ? Est-ce que ce consentement a pu être exprimé ? Évidemment, on ne va pas toujours l'écrire, on n'a pas vraiment le temps dans l'action. Mais parfois, il faut bien reconnaître aussi que le consentement d'une personne peut être assez variable et que ce consentement change en fonction du comportement au cours des ébats de l'un et l'autre qui peut évidemment un peu changer. Alors, on a aussi un fameux problème de société, et je ne rentrerai pas évidemment dans un discours sociologique, je ne suis pas du tout qualifié, mais force est de constater dans mon expérience que le viol allégué, supposé, renseigné par une personne, devient, ou apparaît en tout cas, comme un nouveau moyen de pression pour arriver à quelque chose. Et souvent on utilise cette voie-là, et c'est de plus en plus le cas malheureusement de ces temps-ci, dans des procédures de divorce difficiles, lorsqu'on doit, chez les mineurs évidemment, se répartir la garde parentale, eh bien malheureusement beaucoup de personnes adultes évidemment allèguent un tas de choses qui ne sont pas matériellement prouvables ou prouvées en vue d'obtenir éventuellement un droit sur ses enfants ou un quelconque avantage financier. Donc, parfois des contextes très difficiles, notamment dans les explorations corporelles sur mineurs, il va falloir que les policiers et nous-mêmes, conjointement, grattions un petit peu plus loin l'historique familial. Alors, on va parler proprement dit de la prise en charge globale. Je vais essayer de vous montrer la recette, le mode d'emploi, comment faire pour que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas de dérapage, évidemment, par rapport aux patients. Ça, c'est toujours une règle d'or. Premier élément, on va parler rapidement des aspects juridiques. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que je sens que vous allez vous rendormir sinon. On va parler un petit peu de la procédure. Là aussi, on va simplifier les choses pour que tout le monde comprenne bien. Et enfin, on va parler d'une circulaire de 2005. C'est la circulaire des procureurs généraux qui a un petit peu remis de l'ordre dans une procédure d'investigation médicale, médico-légale inhérent à la prise en charge des personnes victimes d'agressions sexuelles. On verra comment utiliser le set d'agression sexuelle que beaucoup d'urgentistes d'entre vous connaissent. On établira quelques réflexions particulières qui seront un petit peu la liaison avec les exposés suivants. Et puis enfin, je vous montrerai peut-être un petit peu comment interpréter tout ça. Ce n'est vraiment pas évident. Alors la définition du viol, il y a évidemment une ancienne loi de 1989, c'est l'article 375 du Code pénal qui précise que le viol, vous connaissez tous cette définition-là, est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, avec quelque moyen que ce soit, commis évidemment sur une personne qui n'y consent pas. Ça veut dire qu'on parle évidemment de pénétration avec un sexe, avec un doigt ou avec un objet. Alors la définition ne tient plus compte du sexe de la victime. Avant, on avait l'impression, mais c'était il y a très longtemps, je n'exerçais pas encore évidemment, que c'était toujours la femme qui était victime d'un viol. Mais vous savez maintenant que les mœurs et les pratiques peuvent un petit peu varier. Donc, on se retrouve évidemment avec des garçons ou des hommes victimes d'agressions sexuelles, plus souvent de la part d'un homme, mais parfois rarement de la part de leur femme. Ça arrive.
Il faut effectivement un caractère forcé, non consenti de la pénétration, et on tiendra compte, le magistrat en tout cas qui qualifiera les faits, qui poursuivra en fonction du code pénal, mais tiendra compte aussi un petit peu de la contrainte, des faits de violence associés, de la ruse, ou bien de l'infirmité physique ou mentale de la victime. Alors évidemment, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte a été imposé par la violence, la contrainte ou la ruse, ça va de soi, et c'était peut-être pas nécessaire de le repréciser. Alors le consentement, c'est bien ça le problème, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir prouver ce qu'on avance, il va falloir prouver qu'on n'a pas consenti et que les choses se sont faites contre un consentement. Et les choses sont d'autant plus difficiles à prouver que si éventuellement l'examen gynécologique s'est avéré négatif en l'absence de lésions, lésions physiques ou lésions sexuelles. Et donc, le consentement doit être peut-être opérant si l'accord est donné à l'avance par quelqu'un qui agit tout à fait librement, en âme et conscience, et qui est mentalement capable d'en mesurer la portée. Donc une personne qui est profondément handicapée mentale, on devra peut-être un petit peu redéfinir quel est le type de consentement qu'elle a pu donner en tenant compte de l'information dont elle a disposé au moment des faits. Alors l'âge de consentir en Belgique est fixé arbitrairement par la loi à 16 ans. C'est pas le cas partout dans les pays européens. En Italie, c'est nettement moins. Donc vous voyez, c'est un petit peu la société, les hommes politiques qui vont un peu cadrer par la loi cet âge de consentir à des relations sexuelles. Et donc on va se retrouver dans des situations assez particulières où en dessous de 14 ans, la loi dit il y a une présomption d'absence de consentement. Donc même si la jeune fille ou le jeune garçon dit j'étais consentant, légalement on ne peut retenir aucun consentement. Donc c'est assimilable à un viol d'office. Entre 14 et 16 ans, évidemment s'il n'y a pas de consentement c'est un viol, ça ne change pas, mais s'il y a un consentement qui est donné, eh bien le magistrat pourra tenir compte d'un état de discernement intermédiaire et qualifiera plutôt les choses d'attentat à la pudeur qui sont moins lourdement punies que le viol proprement dit en fonction de ce que prévoit le code pénal. Au-delà de 16 ans, mais là c'est l'âge où on est mentalement capable de consentir à entretenir des relations sexuelles. Donc en dessous de 14 ans, d'office c'est assimilable à un viol. Alors l'attentat à la pudeur, là c'est l'article 372 du code pénal, ce sont des faits qui vont atteindre la dignité humaine. C'est pas vraiment défini, mais en tout cas sans pénétration, sans consentement valable, et qui est commis surtout avec la volonté d'offenser la pudeur d'autrui. Donc ça doit être évidemment un acte volontaire, et l'attentat à la pudeur existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Et donc le législateur dit, ok, s'il y a pensé mais qui n'agit pas, on ne peut pas retenir l'attentat à la pudeur. S'il y a pensé qui commence à agir, à partir de ce moment-là, on pourra retenir, même si les choses, je veux dire, s'arrêtent à un moment donné, mais pour autant qu'il y ait un commencement dans les actions. Évidemment, dans ces cas-là, on tiendra compte aussi de la violence et des menaces, mais là, on risque de requalifier, surqualifier directement alors en viol. Alors, la jurisprudence, vous pourrez lire évidemment sur Internet, maintenant on a accès à tout facilement, mais la jurisprudence a tendance à s'ouvrir. C'est-à-dire que la définition de viol parle de pénétration sexuelle, avec un objet, etc. Mais la jurisprudence a tendance à retenir, même déjà maintenant, qu'à partir du moment où il y a un contact entre les sexes, de l'un et l'autre, eh bien qu'on a tendance à retenir déjà la définition de viol, donc sans pour autant franchir les limites anatomiques que l'on va voir. Donc la membrane hyménéale, en l'occurrence, c'est les personnes qui ne seraient pas encore déflorées. Alors des faits à la plainte, comment ça va fonctionner? Il y a deux cas de figure dans la pratique courante. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas déposer plainte parce que c'est une relation sexuelle non consentie qui a lieu entre conjoints et on ne veut pas attirer les foudres sur sa famille, on veut cacher. Ça c'est encore, dans certaines populations, mais aussi dans la nôtre, c'est encore honteux de pouvoir déclarer un viol, et surtout dans le milieu conjugal. Donc c'est le médecin consulté par la victime qui va agir en âme et conscience, qui va entretenir un dialogue avec cette victime et lui dire je vous conseille de déposer plainte, ou bien non, je comprends votre position, mais on va quand même faire l'examen, on va quand même faire un rapport, et on va éventuellement quand même faire des prélèvements qu'on va conserver pendant un certain laps de temps.
S'il y a une plainte, ben là la victime sera accompagnée éventuellement par les services des assistantes sociales de police, chez le médecin légiste ou chez le gynécologue, en fonction des pratiques. Ben vous savez, les pratiques elles changent d'un arrondissement judiciaire à un autre. À Charleroi, ça peut se faire en milieu hospitalier. À Namur, c'est le médecin légiste qui les fait en milieu hospitalier, et donc avec recours éventuel à d'autres confrères dans d'autres disciplines pour rendre la prise en charge plus multidisciplinaire, ce qui est toujours mieux. Vous le savez, à l'heure actuelle, c'est le grand leitmotiv. Évidemment, tout ça dépend de la décision et des réquisitions du magistrat. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Je ne peux pas évidemment intervenir sans avoir été requis par le magistrat. Alors, on abordera rapidement la problématique entre le majeur et le mineur. Il y a une petite différence au niveau de la procédure, c'est que le majeur, les réquisitions peuvent être établies par le substitut du procureur du roi, en flagrant délit ou même hors du flagrant délit, mais si la victime a consenti à l'examen. Et là, le choix, encore une fois, est dicté par les pratiques usuelles entre un gynécologue et un médecin légiste. En ce qui concerne les mineurs, c'est plus particulier, parce que là, on se retrouve un petit peu dans une dead zone, j'ai envie de dire. C'est pas le bon terme, évidemment, mais il y a un flou, en tout cas pas au niveau juridique. Au niveau juridique, si un mineur, c'est d'office une requête, une ordonnance d'exploration corporelle qui doit être établie par le juge d'instruction. Un mineur en dessous de 14 ans ne peut pas consentir non plus à être examiné par un gynécologue. Ce n'est pas dans les pratiques courantes et acceptables, donc ça doit être ordonné par un juge, éventuellement en mini-instruction, qui est une procédure intermédiaire, mais je ne rentre pas dans le détail. Et donc là, en général, le juge d'instruction préfère que ce soit les services du médecin légiste qui soient requis, ne fût-ce que pour pouvoir aller plus loin dans l'interprétation des lésions, étant donné que chez les mineurs, c'est effectivement très difficile. Chez les mineurs, le problème, c'est que les pédiatres, ils examinent effectivement, en règle générale, d'une manière globale, les organes génitaux des enfants, des petits-enfants, plutôt dans un but, on va dire, thérapeutique, avec une recherche d'infection, ce genre de choses. Et d'un autre côté, les gynécologues, ils n'ont pas de patients aussi jeunes à leur consultation. Et donc on se retrouve un petit peu avec un patient où les pédiatres ne sont pas toujours au point pour interpréter les lésions, et les gynécologues n'en veulent pas parce que forcément c'est pas de leur pratique habituelle et se sentent un petit peu dépourvus. On a une conférence d'ailleurs à ce sujet il n'y a pas longtemps avec les gynécologues de la clinique André Vézal. Quand ils ont vu l'exposé, ils ont dit ok, nous on ne les fait plus chez les mineurs, c'est vraiment trop délicat d'interprétation, et je vous montrerai pourquoi de la même manière tout à l'heure. Attention aussi au temps qui passe, parfois se poser des questions, on hésite, on ne fait pas l'examen, on attend, etc. Les traces et les indices disparaissent. Et donc vous savez qu'on est à l'heure de la génétique médico-légale, que la moindre trace biologique suspecte va être prélevée pour être analysée, et donc par conséquent, il faut que cette trace, soit prélevée rapidement, dans les meilleures conditions, avec des gens qui sont compétents pour le faire. Et donc c'est pas simplement en mangeant son sandwich qu'on va commencer à faire un prélèvement au-dessus de la victime. Il va falloir prendre quelques précautions pour ne pas contaminer. Il y a énormément de contamination, vous le savez, à l'hôpital, mais il y a évidemment un brassage de patients importants, et donc un brassage de profil ADN très important, et il faut prendre des précautions. C'est ainsi qu'une fois on m'a demandé de faire un examen gynéco dans une salle de plâtre. Vous connaissez tous l'état d'une salle de plâtre, et j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non, je vais avoir du plâtre plein mes prélèvements, la poussière de plâtre. Et puis attention, entre la plainte et les réquisitoires, parfois on perd du temps, là on n'y est pour rien, les magistrats parfois n'ont pas les informations suffisantes, parfois c'est plus compliqué, c'est de l'organisation interne au sein du parquet, où le dossier n'est pas dans les mains du titulaire définitif du dossier, donc les mesures ne sont pas toujours prises en temps et en heure, et donc là aussi on est vigilant. On ne fait aucun pronostic sur le délai. Parfois les magistrats nous téléphonent en nous disant oui, ça fait 3 jours, est-ce que vous pensez que c'est encore possible de voir quelque chose? C'est après l'avoir vu qu'on peut répondre à la question, jamais avant. Donc il faudra aussi insister dans ce sens-là pour que les examens soient systématiques, même s'il y a un certain délai. Et a fortiori, surtout chez les enfants. Alors la circulaire des procureurs généraux, elle ne date pas d'hier, et pourtant, vous allez ouvrir les yeux, elle n'est pas appliquée partout de la même manière. C'est-à-dire que chacun bidouille un petit peu son protocole, mais les choses sont quand même clairement établies. Cette circulaire, évidemment, elle est à destination des policiers qui sont sur le terrain, des services d'enquête spécialisés, SER, etc., mais aussi, évidemment, des médecins qui vont pratiquer les examens à la demande du magistrat.
Quel est le but de cette circulaire? Uniformiser les constatations. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut avoir un protocole standard, il existe, il est à votre disposition, on l'a, pour uniformiser les constatations, que tout le monde examine les gens de la même manière, selon les mêmes schémas. Il faut garantir l'obtention de preuves, je vous ai dit, l'ADN se détruit au fur et à mesure que le temps passe, et donc il faut pouvoir garantir la recherche de preuves via la récolte d'indices pour éventuellement définir la culpabilité d'un suspect ou bien l'innocence de celui-ci, puisque nous sommes tout à fait neutres et on va, un peu comme le juge d'instruction, instruire à charge de la décharge. Nous, on reste tout à fait neutres, on fait les prélèvements et ce n'est pas de notre ressort d'établir, évidemment, une quelconque culpabilité. Le but, effectivement, aussi, c'est de conférer plus d'attention aux victimes. C'est pas tellement plus d'attention, mais une meilleure attention avec une meilleure prise en charge et un meilleur confort, c'est évident, mais ce n'est pas toujours évident dans la pratique. Alors, qui va utiliser ce fameux set d'agression sexuelle? Un médecin qui a connaissance de ce set. Et donc, je pense qu'il est un peu ridicule qu'un médecin qui n'a jamais eu de formation quant à la pratique quant à l'utilisation de ce set, se dise un beau jour, ah bon, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Non, je pense qu'il faut quand même se former, se renseigner, c'est pas si simple, il y a énormément de choses à faire, même un peu trop, à la limite, même dans certains cas. Donc, ce sera un médecin légiste ou un médecin d'un service hospitalier. On est en train de mettre en place, et ça existe déjà dans certaines écoles universitaires du pays, mais des formations spécifiques pour les assistants en gynéco. À l'ULB, on va commencer cette année, en fait. Avec un peu de retard, évidemment. On l'a dit, on va préférer le recours à nos services de médecins légistes dans des cas bien particuliers, non seulement chez les mineurs, on sait pourquoi, mais aussi dans les cas de traumatisme sexuel grave, avec un caractère évidemment mutilant très important, où on sait que derrière il y aura des soins chirurgicaux. Donc il faut qu'on intervienne avant que les soins chirurgicaux ne soient réalisés, ne fût-ce que pour documenter ces lésions, les relever, les constater. Et les rapporter. Et enfin, quand il y a des lésions physiques importantes, notamment des cas de séquestration, torture, etc., ou d'autres lésions, des coups de couteau associés, etc. Donc les cas là deviennent vraiment beaucoup plus complexes. Même chose dans les viols multiples, les tournantes, etc. Ben là aussi, il y a des profils ADN mélangés, donc il faut vraiment prendre beaucoup plus de précautions. Et on pourrait recommander aussi dans les cas d'atteinte psychologique grave, on peut servir un peu de plateforme tournante pour aiguiller un petit peu aussi les gens via l'intermédiaire des services de police et des confrères urgentistes vers d'autres thérapeutes pour les aider à chaud en aigu. Alors, la circulaire prévoit que la victime peut se faire assister par un médecin de son choix pour l'examen. C'est évident que je n'ai jamais vu un médecin traitant, un médecin de famille venir. On n'a pas vraiment le temps de prendre les convenances, de prendre rendez-vous, etc. Ça ne se fait pas. Mais on essaye, tant que faire se peut, que la victime puisse choisir une personne ou un témoin, pour ne pas examiner ces personnes seules, mais donc éventuellement une infirmière du service qui est d'accord, il faut aussi que tout le monde soit d'accord, un médecin éventuellement du service, ou une assistante de police. Très souvent, en fait, et vous verrez que c'est contradictoire avec ce que prévoit la circulaire, mais très souvent, c'est une assistante de police qui vient. Pourquoi? Parce que l'audition de la victime n'a peut-être pas encore eu lieu, et comme ça, elle prend déjà connaissance des premiers faits révélés par la victime devant nous. Parce que nous, dans ces explorations corporelles difficiles, moi je n'examine jamais quelqu'un à l'aveugle, sauf le rare cas des enfants, mais je vous expliquerai pourquoi. Il faut dialoguer avec les gens, c'est évident. De toute façon, l'examen ne se passerait pas dans des bonnes conditions si je ne les mettais pas en confiance en les écoutant un petit peu. Alors attention que s'il y a une requête d'un magistrat, il y a une procédure judiciaire, une procédure médico-légale, et la personne qui va examiner la victime doit prêter serment et pourrait être amenée à témoigner en justice, ce qui pose problème évidemment à bon nombre de médecins dans les services d'urgence. Ils ont autre chose à faire que d'aller perdre une journée au tribunal. Nous avons plus l'habitude de le faire, c'est pas que ça nous plaît plus, mais on n'a pas le choix nous. Donc voilà, avec la formule de serment d'expert, donc qui est repris là. Donc la personne qui est requise a le statut d'expert. Alors, l'entreposage des kits peut se faire à l'hôpital, et s'il n'y en a pas à l'hôpital, en général, il y a des services de police spécialisés qui détiennent des stocks de kits. Attention au consentement, pour l'examen, cette fois-ci, il y a beaucoup de policiers qui oublient d'acter le consentement de la victime à l'examen médico-légal ou gynécologique. Et donc, moi, je suis vigilant à ce sujet-là. Il faut que ça soit acté par écrit dans le PV. Et s'il n'y a pas encore eu de PV, qu'ils leur fassent signer dans leur carnet
un consentement par voie écrite. C'est capital. Comment ça fonctionne au niveau des requêtes? On l'a vu tout à l'heure brièvement, mais le procureur du roi peut requérir dans le cadre du flagrant délit, pour ne pas perdre de temps, il a le pouvoir de le faire, et hors du flagrant délit, il pourra le faire, mais avec l'accord écrit, encore une fois, le consentement écrit de la victime majeure. Alors, le juge d'instruction va pouvoir ordonner, lui, l'exploration hors du flagrant délit, et éventuellement même sans l'accord de la victime. On peut être dans le cadre, par exemple, d'un patient qui est dans le coma. On a eu le cas l'année dernière, une patiente qui est dans le coma, et les intensivistes se rendent compte qu'il y a une ménorrhagie importante, et donc on a dû faire un examen. C'est évidemment pas les meilleures conditions, vous imaginez bien, dans une salle de réanimation où il y a des câbles et des tuyaux dans tous les sens, commencer à mettre la patiente avec les jambes en l'air, c'est pas vraiment l'idéal pour nous, mais voilà, on doit le faire, et dans un délai acceptable, évidemment. Alors, l'idéal, quel est le délai idéal pour faire l'examen? En règle générale, le plus vite possible, si possible dans les 24 heures, mais grand maximum. Encore une fois, si on a connaissance des faits une semaine plus tard, il faut le faire à ce moment-là, mais l'interprétation sera vraiment beaucoup plus délicate parce que vous savez que les lésions hyménéales, en quelques jours, surtout chez les enfants, peuvent cicatriser très vite. On verra quelques exemples tout à l'heure. Le but étant évidemment de prélever l'ADN d'un éventuel suspect. L'ADN, ce n'est pas que via le liquide spermatique. L'ADN, ça peut être de l'ADN transmis par la salive, par une morsure, par un baiser, si on peut appeler ça un baiser dans un viol. On peut avoir effectivement d'autres traces, des microtraces, des fibres de vêtements, etc. Donc vous imaginez que ça va beaucoup plus loin que le simple profil ADN comme on voit à Miami Beach, dans les experts de Miami. On a le résultat en 30 secondes. Non, chez nous, on doit prendre plus de précautions, évidemment, que ce que vous ne voyez à la télé. Alors ici, ce sont des connotations pour les policiers, mais c'est simplement des rappels de la circulaire. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la circulaire prévoit un PV initial, simplement avec l'audition de la victime et le consentement pour l'examen. Le PV subséquent qui va en fait relater ce qui a été fait dans le cadre de l'utilisation du set d'agression sexuelle. Et là, j'insiste pour qu'un inventaire précis des préléments soit écrit dans le PV subséquent. Ça sera repris évidemment dans mon rapport, mais c'est pour que tout le monde ait les mêmes informations. Et enfin, après, évidemment, le policier peut être amené à faire d'autres devoirs, des perquisitions, etc., ou l'interpellation du suspect qui feront l'objet d'autres PV subséquents. Alors, on l'a dit, la victime peut se faire assister par le médecin de son choix, c'est quasiment jamais exploité, et en fait, la circulaire prévoit que l'inculpé aussi. Donc, s'il y a déjà un suspect et qui va être inculpé par le parquet ou par le juge d'instruction, eh bien, va pouvoir être assisté, mais là, encore une fois, ça me paraît vraiment délicat d'accéder à ce genre de requête, mais enfin, légalement, c'est prévu. Alors, en général, comment ça fonctionne avec les prélèvements? On le verra peut-être tout à l'heure pour les prélèvements biologiques, mais en général, les vêtements vont être remis aux policiers, les vêtements vont être emballés dans des sacs en papier différents, scellés et déposés au greffe. Pour les autres prélèvements, on verra tout à l'heure. Alors voilà un peu les aspects pratiques maintenant. Quelques recommandations d'usage. C'est évident qu'il faut pouvoir examiner la personne dans des bonnes conditions, donc avec un éclairage suffisant, pas dans une chambre assombrie. Il faut pouvoir mettre une bonne lumière, en général une lumière blanche, c'est l'idéal. On va évidemment veiller à ce qu'il fasse suffisamment chaud, que la table soit suffisamment confortable, etc., etc. En général, on ne fait pas un examen gynéco dans un divan ou dans un lit. Ça doit être une table gynécologique adaptée avec des étriers ou des repose-pieds. Il va falloir mettre la victime en confiance, je l'ai dit, on va entretenir un dialogue, elle va nous expliquer son passé évidemment, on va reprendre ses antécédents gynécologiques, obstétricaux et médicaux sur le plan général, comme dans toute bonne anamnèse médicale d'ailleurs. On procédera de la sorte et puis on l'entendra sur les faits. Ça, c'est toujours délicat. Est-ce que c'est à nous de l'entendre ou est-ce qu'elle doit être entendue avant? Chez l'adulte, moi, je pense que c'est absolument nécessaire, ne fût-ce que pour pouvoir mettre la patiente en confiance et montrer un petit peu d'empathie, tout simplement, tout en restant, bien entendu, assez neutre. Chez les enfants, en général, les enfants passent une audition vidéo filmée par des services de police hyper spécialisés, sur rendez-vous, mais qui a peut-être lieu 2-3 jours après. Et le fait de faire relater les faits par un enfant pourrait mettre à mal l'audition vidéo filmée parce qu'on pourrait trop les orienter. Et donc, c'est à éviter en général, et donc moi je ne le fais plus. On va discuter d'autres choses avec un enfant, et ils ont bien d'autres choses à raconter que ce qui leur est arrivé, c'est évident.
Et donc, l'examen va se faire avec un témoin. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut aussi que nous prémunions d'une éventuelle plainte aussi, parce que vous savez, bon, tout le monde n'est pas psychologiquement stable dans ma salle d'examen, et donc il va falloir quand même faire attention aussi à notre avenir. Et donc l'idée d'un témoin, une sorte d'assesseur qui atteste que tout s'est bien passé, me paraît être la meilleure formule. Ça peut être un membre de la famille, si la patiente le souhaite, ça ne me gêne absolument pas. La seule chose qui va être un petit peu délicate, c'est en fin d'examen, s'il y a de la famille, etc., ils vont être tentés de savoir les résultats. Et évidemment, nous, comme experts, on va être soumis un petit peu au secret de l'instruction ou de l'information judiciaire. Et donc, on ne va pas pouvoir leur livrer un message en direct. Alors, dans la pratique courante, s'il n'y a rien, on peut le dire. Et s'il y a quelque chose, alors il faut peut-être mieux les orienter vers un gynécologue ou vers leur médecin de famille si ça ne nécessite pas de soins spécialisés. Alors, après l'anamnèse générale, la première étape, c'est le déshabillage. Il faut qu'on assiste au déshabillage, ce qui n'est pas évident pour des jeunes filles un peu pudiques, etc., de voir arriver un gros balèze de médecin légiste qui va lui demander de se déshabiller devant elle. Le déshabillage va se faire sur un champ, donc dans la boîte, dans le set d'agression sexuelle, qui est une petite boîte, comme une petite boîte en papier, en carton, pardon. On va avoir un grand champ à papier blanc, et ultra blanc, plus blanc que blanc, sur lesquels la patiente va pouvoir se déshabiller. L'idée de se faire déshabiller sur un champ, c'est pouvoir éventuellement observer tout ce qui va tomber, qui est entrepris dans les vêtements, des poils pubiens, cheveux, éventuellement des fragments d'ongles ou de peau, des squames, enfin même des traces à la limite invisibles. On replie ce champ, même si on n'y voit rien, et on le remet dans la boîte à destination des policiers. Au cours du déshabillage, on va prélever les vêtements un à un, observer d'une part s'il y a des dégâts vestimentaires, est-ce qu'il y a des boutons qui sont arrachés, est-ce que le col est déchiré, est-ce qu'il y a des orifices de passage de lame, si on parle de coups de couteau, etc. Et on va regarder s'il y a des traces suspectes, donc des traces biologiques, traces de sang, traces de liquide spermatique, salive, etc., etc. On va essayer de recueillir tout ce qu'on voit et qui pourrait être volatile. Donc, si on voit un cheveu, si on voit un poil pubien, on va le prélever, le mettre dans une enveloppe, la sceller de manière la plus adéquate, pas avec de la salive évidemment. On va la sceller avec un scotch et le noter. Et bien décrire où on a trouvé ce poil pubien. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont encore enclavés dans les vêtements qu'on ne voit pas à ce moment-là. Et que c'est en laboratoire, on va devoir alors comparer les données. Donc il faut vraiment être assez précis déjà à cette étape-là. Donc vous comprenez que c'est assez lourd et que ça prend vraiment pas mal de temps. Tous les vêtements sont collectés dans des sacs en papier. Il y a énormément de sacs à pistolet, comme j'appelle ça, dans le SAS. Et on va emballer chaque vêtement individuellement. Donc surtout la petite culotte à part, le soutien-gorge à part, et éventuellement, dans la mesure du possible, les autres vêtements isolément. Alors en fonction des cas, on prélèvera aussi les chaussures, puisque vous savez, dans les semelles, c'est un nid à tout ce que vous voulez. On peut donc vraiment prendre tout ça. Et c'est l'opérateur en laboratoire, soit à l'INCC, soit au laboratoire technique ou soit au laboratoire de génétique, qui va alors réexaminer après tout ce qu'on aura prélevé comme vêtements ou comme traces. Après, on passe à un examen physique complet. Évidemment, il va sans dire qu'on ne peut pas faire un examen gynécologique sans avoir procédé à un examen clinique général. Évidemment, nous, il est orienté vers la recherche de coups, donc vers la recherche d'une notion traumatique. Est-ce qu'il y a des traces de strangulation? Est-ce qu'il y a des traces de morsure? Est-ce qu'il y a des traces de préhension ou de maintien? C'est évident qu'on tiendra compte, et vous verrez tout à l'heure, on tiendra compte dans la logique de tous ces éléments pour arriver à un diagnostic de viol ou non. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est surtout des traces de préhension à la face interne des cuisses, qui est assez spécifique, évidemment, d'une tentative de mise en abduction des membres inférieurs pour faciliter le viol. Des traces de préhension dans les viols multiples, ou même dans les viols à agresseur unique, au niveau des poignets, au niveau des bras, des régions bicipitales. Des traces de compression au niveau du thorax, on en voit parfois les agresseurs se mettent un peu à genoux sur le thorax. Il n'y a pas que des faits de pénétration, il peut y avoir d'autres faits avec de la sexualité orale, et donc les positions peuvent un peu changer. Les traces de strangulation au niveau des régions cervicales et évidemment les traces au niveau du segment céphalique qui est souvent touché. Bien examiner les cheveux puisqu'il peut y avoir effectivement des tentatives d'arrachage de cheveux. Et donc, à cette étape-là, on va prélever toutes les traces biologiques suspectes. Voilà un exemple d'une jeune fille qui est violée dans un parc. C'est une étudiante et
là, on a des lésions gynécologiques importantes, mais on a aussi d'autres lésions. Vous voyez un nombre incroyable de morsures. Je n'avais jamais vu autant de morsures sur une même personne avant. Chaque morsure a fait l'objet d'un prélèvement séparé. Et chaque morsure a été décrite dans un ordre numéroté, si vous voulez, dans le rapport. Et on passe soit un écouvillon, comme vous voyez là, soit une compresse légèrement humide. L'avantage de la compresse, il y a certains de mes collègues généticiens médico-légaux qui aiment bien les compresses, puisqu'on a une structure avec des mailles assez étroites, assez serrées, qui permet justement de bien enclaver les traces d'ADN, à l'inverse parfois des frottis. Et de plus, ils ont changé un peu les frottis. Et ils sont un peu agressifs maintenant, ils sont un peu moins cotonneux, c'est un peu artificiel, et ça peut laisser occasionner quelques douleurs à la victime, notamment au niveau intime. On y reviendra. Alors après, on rentre un peu dans le vif du sujet, donc les personnes sensibles, je vous préviens un petit peu, c'est comme au JT, quelques images peuvent un peu choquer malheureusement, mais c'est pour que vous compreniez bien vraiment l'ampleur de ce qu'on doit faire et des conditions dans lesquelles on doit examiner ces personnes. Et l'examen gynécologique au sens large, ou l'examen de la sphère anale chez le petit garçon, va se faire en position gynécologique pour les petites filles et pour les dames, et en position génupectorale, donc à genoux sur la table pour la région anale chez tout le monde. C'est la meilleure façon. L'examen de la région anale chez les petits peut se faire aussi en décubitus dorsal. Ça ne pose pas de problème vu le poids en général léger de ces enfants. Chez l'adulte, c'est plus compliqué, il faudra retourner le patient, ce qui l'incommode en fait assez fortement aussi. Donc il faudra bien lui expliquer la raison, et en général, ça fait moins mal en position génupectorale, l'examen de la marge anale. Alors on est dans une mesure d'expertise, et c'est là évidemment le problème, on va essayer d'éviter, on doit éviter, c'est dicté par le code de déontologie, le code d'instruction criminelle, etc., c'est qu'on doit éviter d'instrumenter. Donc on ne peut pas être invasif dans une mesure d'expertise. Alors le problème, c'est de faire un examen gynécologique sans mettre le spéculum, ça me paraît un peu limite comme raisonnement. Donc le set d'agression sexuelle est pourvu d'un spéculum en plastique qui, il y a quelques années, était vraiment très très large et difficile à faire passer, maintenant est redevenu beaucoup plus étroit suite à nos recommandations, ce qui apparaît déjà un tout petit peu moins invasif qu'avant. Alors, on pense que chez l'enfant, l'examen gynécologique est traumatisant, etc. J'ai envie de dire, et le docteur Delatte me contredira peut-être, mais en dessous de 5 ans, si on explique bien à l'enfant, c'est un examen, bon les enfants ils n'aiment pas les médecins, c'est évident, mais c'est un examen qui se passe 99 fois sur 100, vraiment très bien, ça dure 3 minutes si l'enfant est en confiance. Qu'est-ce qu'on fait? On propose à l'enfant de s'asseoir sur les genoux de sa maman, on met la maman sur la table d'examen et elle tient les genoux, et vous voyez, ça se passe très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite traction sur les lèvres vulvaires, légère traction, parce qu'attention, la fourchette postérieure peut se déchirer chez l'enfant, elle est quand même assez fragile, hein, et on met un petit peu sous tension l'hymen, qui va un peu se décoller de la paroi vaginale, et en général, je vous dis, en 3 minutes, on a le diagnostic, dans les cas les plus simples, évidemment. Alors voilà une vue, ici c'est sur un enfant qui est décédé de tout à fait autre chose, une mort subite. Ce que vous voyez là n'est évidemment pas du tout en rapport avec une agression sexuelle. C'était mon tout premier cas quand j'étais assistant, donc plus jeune. En voyant ça, effectivement, on a quand même vérifié, on s'est dit, oui, il y a quand même une dermite, une vulvite des langes évidente, mais ça peut être évidemment le signe d'un manque d'hygiène et donc d'un manque de soins, et donc on vérifie par précaution qu'il n'y ait pas. Et vous voyez cette hymen de petite fille est tout à fait homogène, avec un orifice régulier, une paroi régulière, un bord tout à fait régulier. Donc pas de souci particulier ici. Alors voilà encore d'autres vues, vous voyez, la couleur varie, effectivement, la patiente précédente était décédée, celle-ci est vraisemblablement encore vivante vu la rougeur. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va apprécier, nous, au niveau de l'examen de cet hymen d'enfant? En fait, on tiendra exactement le même raisonnement chez l'adulte, mais en général, l'adulte, 9 fois sur 10, la personne est déjà déflorée avant, et donc voilà, il faudra tenir compte de cet état. Mais chez l'enfant ou chez l'adulte, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder d'abord morphologiquement la forme de l'hymen. Je vous montrerai qu'il y a évidemment beaucoup de variations de cette forme d'hymen. On va évaluer la hauteur de la membrane hyménéale et voir si cette hauteur est globalement identique sur tout le pourtour. Vous voyez qu'ici elle ne l'est pas tout à fait. Ici, il est un peu plus épais.
Et puis enfin, on examinera le bord libre. On fait tout ça en même temps, évidemment, d'un seul coup d'œil. On examinera le bord libre pour voir si ce bord est bien régulier et ne présente pas d'entaille ou d'encoche. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Alors, il y a effectivement énormément de variations au niveau de l'hymen, de variations au sein d'une population d'un même âge, évidemment, mais aussi de variations pour une même personne au fil du temps, que l'hymen peut changer légèrement. Donc on va voir des hymens un petit peu plus frangés chez l'adolescente, on verra moins ça chez les toutes petites filles. On peut voir rarement des hymens imperforés ou des hymens criblés ou cribriformes qui sont simplement perforés par de petits orifices microscopiques. Première variation, la plus courante, c'est l'hymen en croissant, en bateau. Vous voyez que le bord postérieur est plus développé que les bords latéraux et surtout que la partie antérieure qui, là par définition, est quasiment inexistante. On voit ça assez souvent. Puis vous avez voilà une autre forme, toujours cet hymen en croissant. Vous voyez que le croissant peut être vraiment très important en région postérieure. L'hymen circulaire, donc classique, le plus commun, vous voyez que là, en fonction de l'âge, en fonction d'un individu, il y a des variations individuelles qu'on ne peut pas préciser, mais la hauteur de la membrane va varier d'un enfant à l'autre, et donc par conséquent, l'orifice hyménéal va varier aussi. Et donc on devra essayer de mesurer cet orifice hyménéal, ou en tout cas un diamètre de cet orifice hyménéal en cours d'examen. C'est évidemment pas simple d'aller mettre un repère métrique, vous l'avez compris. Donc globalement, on mesurera par rapport, ou on établira ce qu'on dira peut-être un état de perméabilité hyménéale en fonction de la taille du diamètre d'un doigt, et en l'occurrence le doigt de l'examinateur. Alors, un hymen qui pose pas mal de problèmes pour un bon examen médico-légal, c'est l'hymen frangé. On a l'impression de voir un petit peu les pétales d'une fleur imbriqués les uns dans les autres. On ne voit pas bien la lumière hyménéale. Elle est en général déformée et fort masquée par toutes ces franges membranaires. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir dérouler une frange à la fois pour aller voir au fond des franges s'il n'y a pas effectivement des lésions traumatiques. Une bonne technique, c'est d'aller placer une petite sonde urinaire à ballonnet que l'on va gonfler. On va gonfler le ballonnet derrière l'hymen et effectuer une légère traction vers l'avant de la sonde pour que l'hymen vienne se déplisser sur la sonde. C'est pas évident parce que les enfants sont effrayés par la sonde, même si c'est le plus petit modèle. Ça leur paraît un petit peu inconfortable et ils ont peur d'avoir mal, évidemment, quand on gonfle le ballon, ils sont un petit peu gênés. Donc, ce n'est pas facile à maintenir en place. Voilà un exemple d'hymen frangé. Vous voyez pas bien l'orifice, c'est très difficile. Là, ça prend plus que 3 minutes. Là, ça prend plusieurs minutes. Voilà tous les modèles d'hymen que vous pouvez rencontrer. Donc, on a parlé de l'hymen circulaire, de l'hymen normal, mais qui n'est pas tout à fait circulaire, des hymens plurifenêtrés, des cribriformes ou des hymens imperforés. Donc, alors, on va pouvoir apprécier différents types de lésions à l'examen gynécologique. Avant de parler des lésions hyménéales, on va pouvoir voir des lésions génitales au sens large. Ça peut être de l'œdème, ça peut être une ecchymose au niveau des lèvres, ça peut être une abrasion au niveau de la fourchette postérieure ou pire, une déchirure, une lacération de la fourchette postérieure. Et donc tout ça peut être vu à des endroits différents, c'est surtout en région postérieure, mais aussi dans les cadrans latéraux qui sont assez souvent touchés. Voilà un exemple ici de lacération non seulement de la membrane hyménéale qui est ici, mais aussi de la fourchette postérieure. Donc là, effectivement, la violence des faits n'est pas à vous préciser, vous l'aurez compris. Voilà ce qu'on voit. Donc vous avez au niveau de l'hymen, mais vous pouvez voir différents types de lésions. La lésion la plus importante, c'est le flap, comme vous voyez ici. Donc il y a vraiment un effondrement de la partie postérieure de la membrane hyménéale qui bascule en dedans ou en dehors, c'est selon, c'est souvent en dehors. Mais à des degrés divers, on peut voir d'autres lésions comme ce qu'on appelle des incisures,
et on essaiera de les qualifier. On a des incisures superficielles, donc qui entreprennent moins d'un tiers de la largeur de la membrane hyménéale, des incisures de 2/3 qui entreprennent les 2/3, et des incisures profondes qui vont jusqu'à la base d'implantation de la membrane hyménéale. Je pense que c'est important d'aller à ce niveau de détail, parce que l'interprétation de ces lésions peut être différente. Une incisure superficielle ne veut pas forcément signifier une pénétration pénienne automatiquement, alors qu'une incisure profonde est plus suspecte de pénétration pénienne. Donc on peut avoir des incisures superficielles avec une intromission digitale, ça peut être un coup d'ongle qui vient léser le bord superficiel de l'hymen. Alors voilà des hymens qui sont complètement remodelés, c'est une défloration ancienne, donc les faits sont plus anciens, mais vous voyez qu'il y a quand même des saignements au fond, donc il y a aussi malheureusement une recherche. Alors voilà un cas plus récent, vous voyez la qualité de la photo est meilleure, un cas que j'ai eu à examiner il y a quelques mois, peut-être bien un an maintenant. La jeune fille, c'est pas clair, ses propos ne sont pas clairs et on ne peut pas en tenir compte parce qu'elle se contredit, etc. Et donc on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé. Elle a 13 ans et donc vous voyez, je vous ai fait un dessin pour que vous compreniez un peu mieux l'ampleur des lésions. On a une zone ici, ce sont des incisures superficielles mais larges et étendues. Vous avez ici à 3 heures, donc on essaye de qualifier le cadran en fonction d'un cadran de montre. Ici on est à 6 heures, là on est à 3 heures. Et là on a aussi plutôt une abrasion, mais avec un petit amincissement de la membrane hyménéale. Et alors ici, dans les zones d'insertion périurétrale de la membrane hyménéale, on a 2 profondes incisures, avec au fond de l'incisure une lésion un petit peu saignotante, une ecchymose de contact à ce niveau-là. Alors, il n'est pas rare de voir ceci, d'ailleurs je l'ai redessiné comme ça, il n'est pas rare de voir ceci de manière tout à fait normale et en absence de tout acte de pénétration, mais le fait qu'elle soit double avec justement des lésions de ce côté-là est vraiment anormal. La région antérieure est moins souvent touchée, mais en l'occurrence ici, la position de l'un et l'autre permettait d'expliquer qu'effectivement, à ce niveau-là, il y a eu quelque chose. Donc l'interprétation, vous voyez, ici et là, n'est pas franchement évidente, et il va falloir aller chercher dans des coins plus reculés et moins faciles d'interprétation, puisque je vous dis que parfois on a des anomalies d'insertion à ce niveau-là, qui ne sont pas pathologiques. Il va falloir interpréter ça et rendre un rapport concret auprès du magistrat. Alors, je me suis dit, comment éclairer notre lanterne ? Eh bien, on a un petit peu l'évidence base médecine qui vient à notre secours, et nos amis anglais sont très forts. Ça date de 2008, mais c'est un ouvrage qui a collecté un bon nombre d'études, en général, en fait, chez des jeunes filles mineures, prépubères et pubères, et qui nous montre que l'interprétation des lésions peut changer aussi en fonction de l'âge de la victime. Alors, premier type de lésion, l'érythème, donc la rougeur, l'inflammation des voies génitales, elle est présente en cas d'abus sexuel chez les jeunes filles prépubères, mais elle peut être présente dans 1% des cas chez des jeunes filles non abusées. Donc vous voyez, il y a quand même un risque qu'on puisse voir ce genre de choses en l'absence d'agression. Par contre, l'érythème peut être visible dans les 72 heures. Vous voyez, 72 heures, c'est court, suivant un abus chez des jeunes filles pubères. Puis on a l'œdème, là on n'a pas de preuves suffisantes pour l'incriminer, on peut voir des œdèmes dans d'autres circonstances, et là il y aura un diagnostic différentiel beaucoup plus complexe qui devra être envisagé. Donc l'œdème à lui seul, bien entendu. Les ecchymoses génitales, elles sont présentes en cas d'abus chez les filles prépubères, en cas de pénétration vaginale, elles ne sont pas relevées chez les jeunes filles prépubères non abusées. Donc là on a un élément pathognomoniques, les ecchymoses génitales sont très hautement suspectes, évidemment, d'agression sexuelle avec pénétration chez les jeunes filles prépubères. Chez les jeunes filles pubères, on a des preuves suffisantes aussi pour considérer que, mais ce niveau de preuve doit encore progresser. Les abrasions génitales, c'est exactement le même raisonnement, c'est pour ça que je les ai mis sur la même dia. Il y a juste chez les jeunes filles pubères, la relation est significative avec des faits de pénétration pénienne, si toutefois l'examen est fait dans les 72 heures. Après, c'est plus délicat, on peut voir des petites abrasions génitales, on va appeler ça artefactuel, l'utilisation d'un papier hygiénique peut-être un peu moins souple, un peu rêche, comme on dit à Charleroi, un peu peut-être laisser quelques abrasions de surface, voilà. Mais en général, ce sont des lésions qui cicatrisent aussi très vite, donc la jeune fille pourra peut-être nous aiguiller dans cette voie-là.
Voilà ici, vous voyez, on est au niveau de la fourchette postérieure, et bien vous voyez une plage d'abrasion. Donc il y a l'abrasion, on a vraiment un décapage par frottement de la partie la plus superficielle de la muqueuse génitale. Donc ça paraît rougeâtre et c'est douloureux au contact du frottis. Au contact du doigt si le frottis vous paraît être trop agressif, étant trop rêche aussi. Les lacérations génitales, c'est surtout les lacérations de l'hymen, on en a vu en image, sont présentes dans les pénétrations vaginales chez les filles prépubères, ne sont pas visualisées chez les filles non abusées. Donc là aussi, on a un élément de taille pour avancer dans le diagnostic de viol. Chez les jeunes filles pubères, il peut être visible dans une faible proportion des filles, mais 90% d'entre elles renseignent une pénétration pénienne. Donc ça veut dire que on peut voir des lésions hyménéales chez ces jeunes filles pubères, sans pour autant parler de viol. Par contre, ce sont les lésions de la fourchette postérieure qui sont le plus souvent rencontrées chez ces jeunes filles pubères, et donc qui là sont significatives d'une pénétration pénienne. Donc vous voyez un petit peu le débat, c'est très subtil la différence entre les deux. Donc chez les jeunes filles pubères, on rencontrera plus souvent de lésions de la fourchette postérieure que de lacération hyménéale en cas de pénétration pénienne. Ça ne veut pas dire que si on a une lacération hyménéale, que ce n'est pas pour autant un viol, bien entendu. Alors les lésions cicatricielles maintenant, donc on n'est plus dans la phase aiguë, mais on est dans éventuellement une expertise plus différée dans le temps, où on a parlé d'une ancienne histoire de pénétration pénienne dans la famille, on veut quand même vérifier. Ces lésions cicatricielles hyménéales sont présentes en cas d'abus par pénétration, c'est une faible proportion de filles prépubères, ne sont pas visualisées chez les filles non abusées, et chez les jeunes filles pubères, l'étude suggère que les transsections hyménéales sont retrouvées dans une faible proportion de filles renseignant une pénétration vaginale pénienne. Attention aux lésions hyménéales qui guérissent en général rapidement et, on va dire, exception faite des lésions très importantes, très étendues, comme les flaps évidemment, mais les petites incisures peuvent guérir sans séquelles visibles. Et donc il va falloir être prudent dans la rédaction du rapport. Dans un cas ancien, on n'intervient pas dans un délai usuel, c'est-à-dire on intervient, on va dire, après 72 heures. En l'absence de lésion évidente de l'hymen, on ne peut pas exclure éventuellement des attouchements ou même une intromission digitale. Donc il va falloir être vraiment très prudent et mettre que l'absence de lésion n'est pas du tout spécifique d'une absence de fait proprement dit, d'abus sexuel. Et donc ça c'est un pétard mouillé pour les magistrats parce que ils vont être un peu bloqués dans leur dossier. Et donc ça va être encore une fois ce que je disais en introduction, la parole de l'un contre la parole de l'autre, y compris chez les enfants. Les cicatrices génitales, là on a peu de données, certains décrivent des plages cicatricielles hypovascularisées puisqu'il y a eu quand même un petit peu comme les cicatrices d'épisiotomie qu'on peut voir chez l'adulte, on peut voir un peu ces plages, mais leur interprétation est vraiment délicate et je n'oserais jamais m'avancer trop loin parce qu'évidemment c'est tout l'avenir aussi d'une personne qui en dépend. Mais enfin ces cicatrices en principe ne sont pas présentes chez les jeunes filles prépubères non abusées et elles sont en général associées à des abus sexuels chez la jeune fille pubère. L'absence complète de tissu au niveau de l'hymen postérieur n'a pas été rapportée chez des nouveau-nés ou chez des filles prépubères non abusées, à l'exception d'un cas d'une agénésie hyménéale. Mais là, il n'y a vraiment pas du tout d'hymen. C'est exceptionnel. On m'en a rapporté un. Je ne l'ai pas vu moi-même, on m'en a rapporté un. Alors après, dans les lésions plus subtiles, on a ce que les anglo-saxons appellent les notches. Ce sont des petites encoches ou des petites entailles. Donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les incisures hyménéales. L'hymen antérieur, on a vu, ça peut être retrouvé tant chez les jeunes filles et les nouveau-nés, les jeunes filles prépubères et les nouveau-nés abusés ou pas. Donc ce n'est pas spécifique dans l'hymen antérieur, si on n'a qu'une par exemple. Si on a plusieurs, là effectivement c'est différent. Les encoches superficielles de l'hymen postérieur sont décrites chez des jeunes filles prépubères avec une histoire de pénétration et aussi chez des jeunes filles non abusées. Donc il faudra être prudent. Les encoches profondes de l'hymen postérieur, là, sont seulement relevées chez les jeunes filles qui ont une histoire de pénétration vaginale malheureusement. Voilà un exemple, vous voyez ici, il y a une encoche cicatrisée, donc c'est une incisure cicatrisée de l'hymen postérieur, il n'y a pas de doute, c'est trop déformé, c'est trop étiré, et c'est modérément profond, vous voyez ici. La lésion initiale devait être plus profonde, mais en cicatrisant, évidemment, ça rétrécit un petit peu. Les bumps, ce sont les bosses, c'est une petite déformation plutôt exophytique,
de la membrane hyménéale. Elle est décrite chez les nouveau-nés et chez les filles prépubères abusées par pénétration, mais aussi chez les enfants qui ne sont pas abusés. Donc c'est pas spécifique, effectivement, et là on ne pourra pas, s'il n'y a que cette lésion-là, on ne pourra pas en tenir compte. Bien souvent, lorsqu'on modifie la position de l'enfant et la position d'examen, il y a, on va dire, une bosse sur deux qui disparaît, ce n'est qu'une simple... la voile est un petit peu détendue, on a l'impression qu'elle est un peu saillante en fait, donc la voile, la membrane hyménéale. Alors, rapidement, les prélèvements, qu'est-ce qu'on fait en vrac et rapidement? D'abord, à l'examen gynécologique, une compresse vulvaire, on va passer dans les poils pubiens chez la personne post-pubère ou chez l'adulte, éventuellement une compresse vulvaire, même chez l'enfant. On ne sait jamais dans les plis qu'il y ait des traces qui se soient nichées à cet endroit-là, mais les plis chez la petite fille sont moins importants que chez l'adulte. On va passer des écouvillons vaginaux, au moins 6, des écouvillons au niveau anal également, de la même manière. On va faire un petit rinçage vaginal avec du sérum physiologique qu'on va injecter, qu'on va repomper à la seringue, évidemment. Lui sera congelé pour un éventuel examen ADN. Et puis, on placera le spéculum pour voir s'il n'y a pas, évidemment, des lésions vaginales profondes. Le spéculum qui est fourni dans le sas est un spéculum en plastique, donc on voit bien à 360 degrés toutes les parois vaginales à travers le spéculum, ce qui est vraiment utile, ce que ne permet pas un spéculum chirurgical gynécologique classique en métal, qui est froid, lui, par ailleurs. Donc attention à la contamination, il faut quand même se prémunir, mettre un bonnet, un masque, des gants, c'est évident, éventuellement une blouse, c'est encore mieux. Alors, si la personne est richement munie de poils pubiens, eh bien, la compresse ne suffira pas et on peut proposer un peignage. Ceci, heureusement, ce ne sont pas des poils pubiens, vous l'avez reconnu, mais c'est le même peigne, heureusement pour la patiente. On va évidemment procéder de la même manière au niveau anal, des prélèvements par frottis, et éventuellement un rinçage. On fera le rinçage lorsqu'on se rend compte qu'effectivement il y a du liquide spermatique au niveau du canal anal. Ne pas oublier la prise de sang et la prise d'urine, c'est capital pour un examen toxicologique. Et enfin les frottis buccaux s'il y a notion évidemment d'une sexualité orale. Et j'ai envie de dire, même en l'absence d'éjaculation renseignée par la patiente, je pense qu'il faut le faire également. Et puis des compresses et des frottis sur toutes les taches suspectes que l'on pourra voir, on l'a déjà dit, des morsures notamment, c'est fort riche, la salive est fort riche en ADN, c'est évident. Si la victime se présente seule, eh bien, on suit la même procédure, on précise à la victime que l'on va conserver au sein de l'hôpital pendant maximum X mois, en général on propose 6 mois, et qu'après les prélèvements seront détruits. De toute façon ils seront détruits, l'ADN sera en général plus vraiment exploitable, sauf si on a congelé le liquide vaginal, le liquide de rinçage. On peut remettre à la victime un rapport si celle-ci l'estime nécessaire ou si celle-ci le demande au médecin et elle en fera ce qu'elle voudra. Et donc on a comme ça des patientes, moi j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps une dame qui pour la 3e fois est victime de violences sexuelles par son mari, eh bien, elle a les 3 rapports avec elle. Et elle attend je ne sais pas quoi pour déposer plainte. C'est beau l'amour. Si la victime se présente avec un service de police, on va remettre le fameux sac avec tous les vêtements au policier, on va remettre tous les prélèvements, on va séparer les prélèvements ADN des prélèvements toxicaux, donc les prélèvements ADN seront envoyés dans les 24 heures au laboratoire d'identification génétique et les prélèvements toxicaux dans les 24 heures au laboratoire de toxicologie qui peut ne pas être le même. En l'occurrence dans la région on a bio.be pour la génétique et le laboratoire Renault pour la toxicologie médico-légale. On rédigera évidemment un rapport. Alors là, en fonction de nos qualifications respectives, nous ferons un rapport d'expertise. Le gynécologue dans le SAS va trouver une espèce de petit cahier pour griffonner quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Le rapport qui est dans le set d'agression est vraiment très lacunaire. C'est un petit peu des cases à cocher, des petits schémas à compléter, mais c'est vraiment insuffisant. C'est insuffisant parce que ça ne permet aucune interprétation. Alors, on sait qu'on ne doit pas trop s'avancer en médecine, qu'on doit toujours y aller à pas feutrer, mais ça me paraît quand même nécessaire que le gynécologue puisse mettre, ou gynécologue ou l'urgentiste qui fait le SAS, puisse émettre un avis quant à l'interprétation préliminaire des lésions. On va le dire comme cela. Voilà un petit peu, ça vous aurez dans les slides, c'est un petit peu la marche à suivre par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors,
Le SAS est très complet mais coûte très cher, c'est l'État qui le finance via l'INCC. Il est utilisé en cas d'urgence et il est très bien pour nous permettre de faire un maximum de prélèvements. En fait, dans la pratique courante, avec un SAS, on pourrait presque faire 2 examens gynécologiques complets, tant le matériel est fourni en abondance. On a des enveloppes, on a des pots, donc on peut vraiment conditionner tout, et tout est préétiqueté à l'avance, donc le numéro du SAS peut être communiqué, doit être communiqué au policier qui doit le notifier dans le PV, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, après tout ça, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas dire à la victime, ok, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'abord le problème des agressions, des maladies, des infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est le docteur Oslet qui va vous en parler. D'un autre côté, c'est la prévention de la grossesse et le traitement prophylactique. Ça, c'est la pilule du lendemain que vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et enfin, le suivi psychologique, là aussi, comment réorienter la patiente. Et donc, c'est toujours utile qu'elle soit vue en milieu hospitalier, ce qui nous permet de la référer plus rapidement. Alors, je vais passer ces quelques dias, mais c'est ce que je viens de vous dire. Alors, voilà. Maintenant, il va falloir un petit peu interpréter toutes ces lésions. Je recommande, moi, toujours, évidemment, à la patiente, si elle ne souhaite pas rester hospitalisée et qu'elle a d'autres choses à faire, ce que je peux comprendre, c'est en cas d'infection, en cas de douleur persistante après une durée anormale, c'est-à-dire 24-36 heures, de quand même consulter son gynécologue, c'est évident, ou bien son médecin traitant pour un éventuel traitement infectieux. Donc le rapport va reprendre toutes les lésions observées à l'examen clinique, toutes les lésions observées à l'examen génito-anal, l'état des vêtements, on va décrire tous les vêtements, l'état psychologique de la patiente, est-ce que la patiente est émotive ou pas, et dans quelle mesure on peut la croire, etc. Mes statistiques sont très mauvaises, moi, en ce qui me concerne au niveau viol. J'ai beaucoup de fausses allégations, mais c'est pas partout pareil. À Bruxelles, c'est pas du tout la même chose. Donc en fonction des régions, on peut avoir effectivement beaucoup de fausses allégations. Et on va reprendre l'inventaire précis des prélèvements. Alors voilà une étude qui a été faite dans les hôpitaux Iris à Bruxelles. Vous voyez que l'âge moyen est de 25 ans, que 9% des personnes ne sont pas déflorées avant l'agression, que 33% des patientes n'ont pas encore eu d'enfant, ce qui est logique vu le jeune âge moyen. Dans 82% des cas, on a un seul agresseur. Dans ce cas-là, on va trouver seulement dans 30% des cas des lésions. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lésions qu'il n'y a pas forcément eu viol. Et lorsqu'il y a plus d'un agresseur, là on va trouver plus de 50% de lésions dans ces cas-là. Voilà un petit peu. Et dans 44% des cas, il n'y a pas de lien, pas forcément un lien de parenté, mais simplement une simple connaissance entre l'agresseur et la victime. Et alors je terminerai gentiment par ceci. Je me suis laissé aller un petit peu de réflexion, ça me change. Je voulais un petit peu vous montrer les différents cas de figure auxquels on pouvait être confronté, et je pense d'ailleurs en avoir certainement oublié, il doit certainement y en avoir d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Mais donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a une lésion sexuelle, oui ou non? Ensuite, est-ce qu'on a une lésion physique ou des lésions physiques, c'est-à-dire traces de coups, préhension, morsures, etc., oui ou non, dans les deux cas. Et puis après, on peut commencer à réfléchir. S'il y a des lésions sexuelles et des lésions physiques de préhension, morsures et autres, le viol est hautement probable. S'il n'y a pas de lésions physiques, attention, on peut toujours avoir un rapport sexuel consenti mais appuyé. Et donc la victime, ayant constaté ces lésions, va porter plainte en se disant « mais il est fou celui-là, j'ai eu le cas la semaine dernière », alors que la personne était consentante au début. Donc, où est la limite du consentement ? Consentement modifié après connaissance de la lésion, c'est ce que je viens de dire, c'est à peu près le même cas de figure. Et enfin, pas de lésion physique, mais une lésion sexuelle, un viol probable avec une emprise psychologique, donc sous une contrainte, alors psychologique et non physique, plus difficile à démontrer. Lorsqu'il y a des lésions physiques et pas de lésions sexuelles, on en a eu quelques-uns l'année dernière, faut se poser la question d'une automutilation, simplement pour attirer l'attention. La personne essaye d'attirer l'attention sur elle-même parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas forcément de nature sexuelle ou de nature conjugale, ça peut être tout à fait autre. Donc fausse allégation de viol, mais alors là les faits sont farfelus. Donc on va mettre en scène un tas de choses. Une patiente qui avait précisé avoir été violée dans son magasin et que l'auteur lui avait mis un concombre au niveau du vagin. J'avais jamais entendu ça avant, j'espère ne plus jamais l'entendre, évidemment, mais je ne l'ai pas cru très longtemps. On peut, évidemment, sans lésion sexuelle, mais avec lésion physique, toujours retenir un attentat à la pudeur ou une tentative de viol. Évidemment, lorsqu'on parle de sexualité orale, donc bouche contre sexe ou sexe dans bouche,
On peut ne pas avoir de lésions sexuelles, donc il faut être prudent aussi à ce niveau-là. Et donc là, l'ADN va peut-être nous aider. S'il y a des lésions physiques mais pas de lésions sexuelles, on peut parler d'un éventuel viol technique par intromission digitale. Hein, c'est la main dans la culotte, mais sans lésion dans bon nombre de cas. Et s'il n'y a rien du tout, on peut simplement retenir des fausses allégations avec un rapport sexuel consenti, normalement appuyé, qui ne va pas entraîner de lésion, ou bien, attention aux intoxications. On a beaucoup de viols sous l'emprise, soit la drogue du viol GHB, soit des patients qui sont dans le coma ou des patientes aux soins intensifs. On a eu le cas il y a quelques années, donc soyez prudents aussi par rapport aux visiteurs. On a édité un document que je peux communiquer éventuellement pour mettre sur le website qui reprend tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça peut aider de l'avoir placardé quelque part. Retenez que, en conclusion finale, c'est que seulement 20% des patients, donc 1/5 des patients, bénéficient d'une prise en charge adéquate, conforme aux bonnes règles d'usage, aux recommandations inhérentes à la circulaire des procureurs généraux ou aux recommandations médico-légales. Et donc, on est vraiment dans un débat. On est peut-être à 25% maintenant, hein, mais en 2013. Mais il faut faire progresser les choses, il faut avancer pour que les patients se sentent mieux encadrés, avec une prise en charge multidisciplinaire. C'est vraiment ça le nerf de la guerre actuellement. Il faut se battre pour que des équipes multidisciplinaires se forment, comme ils ont un peu fait à Bruxelles, mais en périphérie c'est plus difficile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux. Et je dirais que effectivement, si l'examen dans le cadre d'une agression sexuelle peut s'avérer difficile pour l'examinateur, mais aussi pour la victime, l'interprétation précise des résultats l'est encore plus. Et elle est difficile, cette interprétation pour nous, mais elle peut être difficile et créer, si cette interprétation est un peu légère, créer un deuxième traumatisme pour la victime qui ne se sent peut-être pas écoutée. Hein, dans les cas où on parle effectivement de fausses allégations, il va falloir préciser ce diagnostic avec énormément de prudence et énormément d'objectivité. Et donc c'est vraiment pas évident. Je vous remercie de votre attention.